peut-être un an et demi, on cherchait peut-être un petit peu plus des spécialistes. Puis là, on tombe plus, on veut des très, très bons généralistes. Parce que la spécialité, un bon généraliste qui pose des bonnes questions, qui a de l'AI en dessous de lui, qui est capable de... il est capable d'itérer vers la spécialité. What's up, folks? Bienvenue sur Ça se passe. Aujourd'hui, je jase avec Raphaël Steinman, co-CEO chez Maxa AI, une plateforme d'IA générative Enterprise Grade. On parle d'AI, évidemment, de lever une round série A, d'être co-CEO avec son frère, et puis de marketing Peanut Butter versus Lightning Strike. C'est un épisode spécial pour moi. Non seulement c'était en live au rendez-vous numérique, mais ça faisait des lunes que je voulais jaser avec Raph. Alright, on passe au show. Let's go! J'suis grateful pour ma life, j'suis grateful pour ma ville. Ouais, c'est quand je vois les bails qui se passent aux nouvelles. J'me dis qu'on n'est pas périssé de mon univers, mais sans qu'on est posé. Écoute, Raphaël Steinman, bienvenue sur Ça se passe. Merci. Pour le monde qui te connaisse pas déjà ou qui connaisse peut-être pas déjà Maxa AI, tu veux-tu me faire un TLDR de ton parcours, ton profil, mettons? Fait que, moi, j'ai gradué génie informatique il y a 25 ans à l'Université de Sherbrooke. Dans ce temps-là, c'était une des seules universités qui offraient un programme coop. Fait que j'ai commencé à faire des stages, mais j'aimais pas les stages. Fait que je suis parti de business. J'ai engagé mes amis de ma cohorte dans ma business, trouvé des investisseurs, celle dans le fait des dot-com, plus la partie. Fait que j'ai une première business que j'ai eu pendant 2 ans que j'ai vendu. Après ça, j'ai une autre business que j'ai eu qui était... Là, le thème, c'est vraiment dans l'entreprise. Là, fait que j'ai eu pendant 15 ans. Si quelqu'un ici a déjà eu un technicien de Vidéotron qui est venu chez lui, il cliquait sur son mobile, son software, c'est mon ancienne business. Si vous avez pris le train Via Rail des 20 dernières années, c'est l'agent de bord qui scanne votre ticket, c'est mon ancienne business. On était aux États-Unis. Fait que je suis un ingénieur qui était juste pas heureux des jobs, qui a parti des business, puis apparemment j'ai aimé ça. Fait que 25 ans plus tard, j'ai Maxa. Nice. Puis Maxa, pour ceux qui connaissent pas déjà ça, je voudrais un genre de elevator pitch supplémenté de quelques chiffres, mettons, pour me positionner. Fait que Maxa, qu'est-ce qu'on fait? Fait que qui ici connaît c'est quoi un système ERP, un système... qui ici a déjà essayé de faire des analytiques avec un système ERP? Qui a déjà essayé avec 2? 3, 4? OK, bon. Tous les business ont des systèmes ERP. Quand tu achètes une compagnie, tu achètes un ERP. Fait qu'en général, les grosses entreprises ont plusieurs ERP ou plusieurs systèmes connexes pour gérer leur processus financier, processus opérationnel. Et ce qui est très, très dur, c'est de faire du sens des données. Pourquoi? Parce que ces systèmes-là, ils ont toutes des bases de données très compliquées, cryptiques, tout ça. Bien, Maxa, on fait 2 choses. On a inventé un modèle de données qui permet d'unifier tous les systèmes en un. Puis après ça, on est en train de... Avec toutes les analytiques, les analytiques financières consolidées, on a la chaîne d'approvisionnement, toutes les métriques. Donc, tu peux vraiment calculer à peu près tout ce que tu veux, précalculer. Et on va lancer cet été le premier LLM, où nous, on appelle ça en anglais « Trusted Thinking Partner », donc un partenaire de réflexion qui est un LLM qui n'hallucine pas et qui s'assoit au-dessus d'un modèle de données. Fait qu'imaginez un analyste d'affaires AI qui a accès à toutes vos données unifiées et qui est capable de pas halluciner. Ouais, parce que ChatGPT, en ce moment, c'est un peu plus mon not so trusted thinking partner, mettons. Faut que je révise pas mal ce qu'il dit pour que ce soit pas des niaiseries. Puis, curiosité personnelle, mais genre, Maxa, ça vient de où? C'est-tu parce que vous y allez au max ou quelque chose de moins lame que ça? Le classique d'une startup, hein, t'as une idée, t'as un truc, tu commences à trouver des financiers, tu commences à trouver une équipe, Puis à un moment donné, tu fais comme, ah ouais, c'est vrai, il faut s'incorporer. Puis il y a comme un timer qui apparaît. On a comme 24 heures pour genre, tout le monde a des idées, mais comme, faut que tu arrives sur ton nom. Fait que Maxa, ça s'écrit, puis personne ne va faire de faute. Ça marche pareil en anglais-français. Maxa.ai était pas pris. Puis, si tu regardes Maxa, la plus belle définition, c'est « maximize to the top ». Oh, c'est bon, OK. La bonne vieille ambition pure et dure, man, j'aime ça. C'est mieux que Beehive. Tu connais le tool Beehive? C'est un tool de newsletter, c'est ça que j'utilise. Demande à quelqu'un ici de l'épeler. Personne n'est capable de l'épeler. J'ai le goût que tu me parles de la genèse un petit peu, c'est-à-dire on va développer cette Enterprise Grade LLM-là. Ça vient de où, genre? Fait que, dans mon ancienne vie, vous l'avez compris, je me branchais dans tous les systèmes compliqués d'entreprise pour optimiser les opérations avec des appareils mobiles, des applications
enterprise grade, donc on n'a pas le droit de perdre de données, il fallait se brancher dans des vieilles affaires d'il y a 20 ans, là, ils ont 40 ans aujourd'hui. Et tous mes clients, à travers toutes les industries où on était, finissaient par se plaindre d'une affaire. Ils disaient « Raphaël, tes systèmes marchent super bien, on finit nos journées, on perd pas de données. Mais moi, mon problème, c'est qu'une fois que tout ça s'est consolidé puis c'est de retour dans nos systèmes compliqués, quand je demande des analytiques, là, comme l'équipe d'analytique, ils viennent comme 3 semaines plus tard. On sait que toi, tes systèmes produisent la donnée brute. On peut-tu juste passer à côté? C'était toujours comme ça. Ils essaient de trouver des façons de bypasser le système complexe pour aller chercher des analytiques. Évidemment, dans ce temps-là, il n'y avait pas ce qu'on avait aujourd'hui. Donc, il n'y avait pas d'AI, il n'y avait pas de... Mais quand j'ai vendu mon ancienne business, puis je me disais, c'est quoi le problème? Y a-t-il un gros problème? Si je pars une autre business, c'est que je veux résoudre un gros problème universel, quelque chose qui est IPO grade, là, qu'on peut vraiment faire quelque chose de gros. Puis si je distille tous les commentaires de mes clients dans les industries, je me suis rendu compte que ils disaient littéralement genre des analytiques sur des données d'entreprise, c'est super compliqué et impossible. C'est ça le problème qu'on essaie de régler. Fait que le problème, c'est 2 choses. Tu as un problème de données, donc de data engineering. On peut prendre toutes ces milliers de tables complexes-là, les amener à quelque chose de simple. Puis après ça, une fois qu'on a simplifié, on peut-tu accélérer l'analyse, pour que l'humain passe son temps sur la partie fun, c'est-à-dire réfléchir puis essayer de driver la business puis faire de l'argent. Mais moi, si Claude ou ChatGPT se fourre puis me donne une mauvaise réponse, j'ai une toute petite compagnie, une très petite PME, whatever, l'impact n'est pas si grand puis je suis assez smart de temps en temps pour me rendre compte que c'est pas là qu'il faut que je m'en aille. Mais mettons Enterprise Grade, je sais pas, Desjardins, c'est un de vos clients, c'est ça que tu me dis? Banque Nationale. Banque Nationale. Mauvaise pub, mon Frank. Banque Nationale, c'est un de vos clients, on coupera ça au montage. Eux autres, s'ils prennent une décision qui est genre LLM powered, qui est extrêmement critique, genre un M&A ou une série d'embauches ou un investissement, je sais pas quoi, ça fait mal, là, genre ça fait mal au stock, ça fait mal au staff qui prennent ces décisions-là. Fait que comment tu fais avec Maxa pour que l'information qui est resurfacée aux analystes, aux directeurs, aux execs, soit top sharp puis elle hallucine pas, mettons. Fait que le défi en affaires, puis si on demande en général, on regarde tous les produits LLM, il y en a beaucoup qui marchent. J'utilise ChatGPT puis les autres, Claude, de façon journalière. Mais en entreprise, si on demande aux entreprises, est-ce que vous utilisez ça en production pour vraiment de l'intelligence ou de la décision? En général, c'est des outils plus personnels. Mais la décision ne se fait pas encore là-dessus parce que c'est très dur de lui faire confiance. Par définition, un LLM, c'est probabilistique. Donc, la question, est-ce que ça va halluciner? Si tu réponds oui, c'est sûr que ça hallucine. Donc, la seule façon de le contrer, c'est que tu trouves une façon déterministique. Il faut l'attraper puis pouvoir le corriger. Fait que, tu sais, j'ai dit, Maxa, c'est 2 choses. C'est un modèle de données unifié et un LLM, mais la solution vient des 2. Okay. La façon de le régler ou la façon que Maxa a réussi à le régler, c'est dans notre donnée unifiée, on arrive à encoder la donnée d'une certaine façon qui, avec une petite couche, fait apparaître la donnée comme si c'était des histoires, comme si c'était du texte. Un LLM, ça sait traiter du texte, ça ne sait pas traiter des colonnes et des chiffres. On essaie de lui faire, mais ça ne le sait pas. Fait que le LLM, il ne sait pas faire la différence entre tu lui copies-coller l'histoire d'un bon de travail, par exemple, ou l'histoire d'une facture ou de transactions financières à la donnée dans une BD. Et ce qu'on fait, c'est qu'on a un système qui nous permet après ça, de façon déterministique, de quand l'LM donne une réponse, on peut aller prouver que chacun des éléments de la réponse se retrouve dans notre modèle. S'il ne se retrouve pas, on peut le corriger. Fait qu'on est capable de dire ça, c'est vérifié, ou même quand il se met à faire des calculs on the fly, tu peux sortir tout le backup d'informations. Un petit peu quand tu parles avec un analyste, tu sais, la première chose, « Hey, peux-tu me donner le forecast de mes ventes du mois prochain? » L'analyste te dit, c'est 1 million. Ta question qui suit, explique-moi comment tu as fait ça. Ouais. Fait que t'as comme une traçabilité. T'as besoin, c'est pas juste d'avoir la réponse, t'as besoin du backup. Voici le raisonnement derrière, voici les faits que j'ai utilisés. Autant les faits, j'ai pris le chiffre qu'il y avait dans la table, je l'ai mis ici, mais autant le support, j'ai calculé ce chiffre-là, voici tout le support, avec un processus déterministique qui va s'assurer que tout le support, il n'y a aucune hallucination. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose d'unique. D'ailleurs, on est sur le point de déposer notre brevet dessus. Fait que je peux pas en parler encore. Dans probablement 2 semaines, je vais être capable de beaucoup plus volubile sur ça. Nice. Mais c'est vraiment la capacité, de façon déterministique après, d'aller attraper les hallucinations puis donner le backup.
Parce que tu sais, un CFO, quelqu'un en finance, quand tu te présentes au board ou même dans un meeting où tu prends des décisions, tout le monde va dire, c'est le débat sur les chiffres. Là. Moi, je pense que c'est 1 million, moi, je pense que c'est 500 000. Ben, prouve-le. Ben, voici le support, voici les transactions, voici ce qui se passe. Fait que c'est pas nécessairement un RAG. Je veux pas qu'on passe trop de temps là-dessus, mais c'est pas... C'est de la donnée, de la technologie propriétaire qui fait en sorte qu'il y a un filtre puis une extension de ce que le LLM va te sortir qui est basé sur les données de multiples sources du enterprise. Mettons? Ça fait deux choses. On transforme les données dans un langage que le LLM peut réfléchir naturellement. Fait que tout d'un coup, il se met à réfléchir. Il essaie pas juste d'imbriquer des données, mais tu unlocks la capacité de raisonnement. Et c'est pas le LLM qui va les chercher. Techniquement, ce que tout le monde ou la tech stack habituelle essaie de faire, c'est de dire, ben, on va essayer d'aller encoder l'information pour que quand l'LM a besoin de données, typiquement des RAG ou d'autres techniques, il va être capable de comme, sortir de son contexte puis aller chercher l'information. Mais le problème, c'est que tout ça, c'est probabilistique. Puis, par exemple, prenons juste deux facteurs. Dans un RAG, dans un monde vectoriel, deux facteurs, là, pour le même produit, la même date, ils sont très, très proches. La seule différence, c'est le numéro de client. Le problème, c'est en business, si, mettons, je t'envoie une facture et c'est pas la tienne, ta confiance en moi descend tout de suite à zéro. Fait qu'il faut trouver d'autres façons, non seulement pour s'assurer qu'on a la bonne réponse, mais il faut que tu prouves. Parce qu'un humain, ça se trompe aussi. Là. Des fois, je peux te l'envoyer. Fait qu'il faut des systèmes en arrière pour attraper ça, soit le corriger ou au moins le flaguer en disant cette réponse-là est erronée ou aller la vérifier. Puis l'expérience utilisateur d'un CFO, par exemple, qui utilise ton soft, la première interaction qu'il y a avec ton logiciel, c'est sous forme d'une question ou d'un prompt. Puis c'est très, très textuel. C'est comme ChatGPT où tu peux te parler. Dans le meilleur des mondes, même, je pense que tu devrais pouvoir lui parler parce que tu es on the fly. Soit dans l'auto, mettons, moi, je veux utiliser Maxa parce qu'on l'utilise aussi pour nous-mêmes. Notre premier client, c'est notre directeur financier. Ben, c'est dans l'auto, au lieu de dire « Hey, Sam, c'est quoi déjà les factures impayées? Je m'apprête à arriver chez le client. C'est qu'est-ce qu'il nous doit? Comment est-ce qu'on pourrait? » Ben, « Hey, Maxa, dis-moi ça, puis j'aimerais ça qu'il me le sorte. » Fait que, une interface vocale, c'est clair. Mais une partie visuelle aussi, c'est que tu n'es pas juste capable de sortir du visuel, c'est que tu peux aussi faire des graphiques on the fly. Tu peux faire, tu sais, comme toujours le classique. Tu fais un dashboard. Le dashboard, c'est la première question. Hein, c'est vert. Lui, il est jaune. Pourquoi il est jaune? Peux-tu me comparer ça à l'année dernière? OK, non, il était vert. OK, compare-le-moi le mois dernier. C'est quoi l'autre produit qui a... Là, tu pars. Tu te mets... Des fois, tu peux dire, ben, peux-tu me comparer ici? Je peux avoir un visuel sur ça. Fait qu'il n'est pas juste de répondre avec les données, mais d'être capable d'avoir des graphiques on the fly. Mais tu as beaucoup parlé d'un concept qui est la narrative, que un des outputs de Maxa pour l'utilisateur, c'est une narrative, une histoire. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Fait que si on prend les données d'entreprise, en général, quand on parle à des systèmes, toutes les données sont encodées, nous on dit en interne, c'est en deux dimensions. Des dimensions, bien, rows and columns, des dimensions. Dans notre modèle de données, nous, on a 4 dimensions. Une partie qui est un petit peu plus dure, mais tu as une partie qui est contexte d'affaires, tu as une partie qui est le temps, qui est super important. Puis après ça, tu as nos 2 dimensions, les métriques puis les données. Bien, pour qu'un LLM réfléchisse, il faut situer les choses dans le temps. Il faut lui dire, par exemple, un bon de travail vient d'être envoyé. Bien, le LLM doit être capable d'inférer, bien, qu'est-ce qui venait avoir un bon de travail? Bien, tu avais une commande qui était approuvée, tu avais toute une séquence dans l'histoire de la business. C'est bon. Fait que quand lui reçoit le bon de travail, il reçoit la facture, ou il reçoit le paiement ou la transaction, il est capable de positionner ça dans l'histoire de l'entreprise. Fait qu'évidemment, il est capable de dire, bien, si l'étape 3, c'était budget, je vais aller regarder les budgets, je vais m'assurer qu'ils sont corrects. Puis après ça, du coup, quand il répond pas juste avec un chiffre. Il répond, voici le chiffre, mais j'ai remarqué que le budget est un petit peu off, qu'il y avait plus de temps. Et qu'il y a des réponses comme, je te donne la première chose, là, quand on a comme ouvert la technologie, puis on a dit, est-ce que ça marche? Hein? Une des choses qu'on lui dit, hey, sors-moi les projets, ou sors-moi les factures, ou les transactions qui sont un peu anormales, ou les clients. Puis il est sorti, bien, on voit pas grande chose d'anormal dans tes données, Raphaël, mais je vois une chose où le temps qui se passe entre des transactions pour tel client est un petit peu différent. On lui avait jamais posé la question. Mais quand tu regardes l'histoire du client, les mots qui étaient utilisés inféraient qu'il y avait du temps qui était différent. Fait que le LLM l'a attrapé. Puis, fait qu'il y a plein de choses. À tous les jours, on découvre que, surtout, les LLM deviennent meilleurs. Là, fait que ceux qui le suivent un peu, surtout, nous, on utilise beaucoup Claude. Claude 3.7, son niveau de réflexion, il est passé genre à un autre niveau.
Fait que du jour au matin, comme notre analyste d'affaires, il a gradué, il n'est pas obligé de passer de junior, il est devenu intermédiaire ou peut-être même avancé. All right. What's up, folks? Jeudi, le 29 mai à 18h, c'est le dernier événement Ça se passe live avant le break d'été. On prend un break de 3 mois avant de revenir pour la conférence annuelle en septembre. Ça se passe à Laval. Première fois qu'on débarque à Laval. Je suis vraiment stoked. On interview Alexandre Corriveau de TerroX. C'est lui aussi un founder, mais il gère cet accélérateur-là. Il est coordonnateur-là. Puis on va explorer un peu c'est quoi les cohortes, le genre de maillage puis de synergie qu'il y a entre les startups de Laval puis toute l'espèce de crowd corpo qu'il y a autour. Le pont qu'ils ont aussi avec Plug and Play, un accélérateur de Silicon Valley. J'ai entendu parler de poulet portugais, de barbecue, de terrasse, de plein de places, de stationnement. Ça va être un sacré bon show. Il y a plein de beaux mondes qui vont être là. Assurez-vous de venir, aller prendre vos billets sur Eventbrite, tapez Ça se passe ou juste saspasse.com, allez sur la bannière en haut de notre site mauve. Vous pouvez cliquer là-dessus. Amenez quelqu'un qui ne connaît pas encore la crowd, la communauté. Ce serait malade de découvrir des nouveaux visages. All right, on se voit là-bas. Cheers! Je veux changer de vitesse un peu, puis là, on a parlé beaucoup de tech, c'est extrêmement intéressant, mais c'est plus que de la tech, Maxa, c'est une business, right? Puis une business qui a cette ambition d'hypercroissance-là, ça y prend du cash. À l'été dernier, vous avez closé une round, une série A de 21 millions US. Ouais. Y a-tu des highlights que tu peux me compter? Ça prend quoi pour closer une série de cette ampleur-là, mettons? Fait que la règle dans les rounds, je pense qu'il n'y a pas de technique. Il y a tout le monde, il y a des histoires de gens qui disent moi j'avais 5 VC, j'ai fait ça avec 5 puis ça marchait bien. Il y en a qui vont avoir des histoires que, par exemple, ça dépend vraiment de nos skill sets. Nous, on a fait une ronde, on l'a fait vraiment la version 12 travaux d'Astérix. Là. Fait que ça veut dire? un an avant, on a gagné un concours mondial, le Snowflake Startup Challenge. Puis le jour 2, ça nous donnait exposure à beaucoup de VC. Fait qu'on avait un inbound de VC, mais c'était vraiment un an avant notre ronde. Fait qu'on a commencé à toutes les semaines à prendre des meetings avec les VC en préparation. OK. Fait que t'as ta compagnie, tu comprends c'est quoi les métriques que tu dois avoir pour faire ta série. Puis, évidemment, tu commences à avoir des conversations avec tout le monde. Fait que quand on est rentré dans notre série A, qu'on a ouvert le data room, on avait 100 VC qui avaient déjà reçu notre pitch, qui avaient déjà dit oui, on est intéressé. Fait que les conditions étaient, ça va durer 8 semaines. On va pas vous refaire de pitch Maxa, vous l'avez déjà eu. Fait que là, ce qu'on veut, le meeting number 1, c'est vous prenez le data room, vous nous posez des questions. Fait que t'as comme scopé, t'as paramétré. J'ai paramétré, puis le but, c'est dater. Au début, là, c'est pas toi qui as le contrôle. Fait qu'on a tout fait pour essayer d'avoir le plus de contrôle qu'on pouvait pour d'avoir des négociations. Fait qu'on on est parti de 100, ça a fait 40, 20, 10, puis là, il y a une... Ouais, mais l'affaire, c'est que si tu le scopes comme ça, je comprends que tu vas avoir un peu de pouvoir puis faire bouger le monde vite, sauf que Chris, tu le scopes à 8 semaines, tes journées, ils ressemblent à quoi, genre? C'est les deux, là, vous comprenez, là, à 100, là, les 2 premières semaines, c'était d'une violence extrême. Là. T'es rendu à 14 meetings. Puis j'ai dit ça, on est co-CEO, mon frère et moi, fait qu'on roulait les deux. On roulait les deux. Puis tu sais, il y a un moment donné où c'est comme dans le 10e meeting, tu les mêmes questions, les mêmes pitchs. À un moment donné, tu regardes ta feuille et tu dis merde, ça fait 2 fois que j'ai pas coché. Je sais même plus à qui. Le Zoom d'une demi-heure à qui je me log, là, je me rappelle même plus c'est qui. Fait que c'est comme, c'est vraiment. Il y a une des périodes, on était durant la relâche, là, puis je suis dans un garde-robe dans le fond, dans le chalet, mes enfants sont en haut, là, puis t'es comme, tu sais, 4e, là, puis t'essaies de le finir, puis ça crie, en tout cas. Mais si on veut, tu sais, tu vas avoir de la qualité, puis tu veux créer du FOMO, puis probabilistiquement, tu vas avoir le meilleur outcome. Puis nous, on disait toujours, on va laisser le marché déterminer notre valeur. OK. Puis ça a fonctionné en 8 semaines? Ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Tu m'as déjà parlé en pré-entrevue ou puis en préparation, whatever, du fait que des rounds de financement, c'était un step function, mais une compagnie, c'était pas un step function, c'était une croissance plus comme linéaire. Explique-moi ça, puis parle-moi de désert aussi. OK. Ça sonne bizarre, mais c'est pour te faire un lay-up. Donc, il y a deux façons de voir les rondes. Fait que on voit les rondes, là, nous, de l'extérieur, comme la compagnie a fait ça, là, elle a fait une ronde. Puis OK, elle continue. Fait que, on s'imagine toute une belle... Mais en fait, c'est une step function. Puis une des choses qui est le plus difficile quand on fait des rondes, c'est, dans la version en interne, c'est il y a un moment donné où il faut que tu te mettes à te comporter comme si tu l'avais, mais tu l'as pas. Parce qu'on s'entend, la minute que tu l'as, tu peux pas partir ton processus d'embauche, tu peux pas
commencer à motiver tes troupes. Hey, en passant, ton équipe va le faire x10 dans 2 secondes. Il y a des gens, malheureusement, les gens, l'adage en anglais, là, the people that got you here may not be the people that get you there. Fait que tu as aussi un peu tu commences à préparer ton org chart, la nouvelle possibilité d'engager des superstars world class d'extérieur, tu commences à leur faire de la place. Fait qu'à un moment donné où tu te mets à, un peu, tu te comportes comme si tu l'avais, mais tu l'as pas. Mais c'est-tu un peu que tu la tiennes en rod, mais ton gaz est à eux, dans le fond? C'est à peu près ça. Okay, fait que c'est un all-in. C'est un moment all-in, puis le désert, ben comme c'est là que tu le vois, là, tu le sais, là, tu le dis pas à tes équipes, ou tu le dis, mais comme tu veux pas casser l'engouement, mais comme tu le sais, là, hey, si je réussis pas à rentrer la round, les conversations, pas le fun, puis le nosedive qu'on va faire, fait que ouais, c'est un peu... Fait que, tu sais, quand on regarde les compagnies qui font des rondes, là, dites-vous que c'est un step function. Puis probablement comme 1 mois avant, là, ils ont commencé à se comporter comme s'ils l'avaient, même s'ils l'avaient pas. Fait que ça crée, il y a comme des petits moments de stress, là, puis même, je parle de mon VP opération, là, comme la semaine avant le closing, là, il m'en parle encore, il dit comme, t'étais fou, là, t'étais tellement... micromanager, tu voulais pas que rien change. C'était quasiment genre, on parle même pas des clients pour être sûr qu'il n'y en a pas un qui churn, j'exagère là. Mais tu sais, c'était comme, tu veux tellement là, que tout tienne là, parce que tout est bien ficelé là, puis. J'ai l'impression qu'il y a comme une notion de foi irrationnelle qu'il faut que tu ailles souvent, mettons, là, quand tu builds une business. Puis ça, c'en est un exemple. Parce que si tu faisais juste checker, mettons, la distribution de risque, le cash qui nous reste, les métriques qu'on a en ce moment versus la probabilité des chances qu'on close la rente, tu ferais pas ça. Tu ferais pas ces moves-là. Fait qu'il faut comme que tu sois dans un autre mode d'opération, pas nécessairement rationnel. Moi, je dis que le positivisme, c'est une forme de rébellion. Fait que tu sais, c'est Alright. tous les matins, là, quand t'es positif, là, être négatif, c'est super facile. Regardez aujourd'hui, regardez que le climat qu'on a, là, on pourra jaser pendant une heure de comment... Exactement, tu sais, avec Trump, on pourra en parler pendant des heures de qu'est-ce que ça fait, comment on se sent, puis tout ça. Mais version, on flippe ça, puis on dit non, comme aujourd'hui, regarde, il fait soleil dehors, il y a des clients, il y a des j'ai des projets, on va releaser quelque... Ça, c'est une forme de rébellion. Ouais, j'enregistre un podcast, ça se passe, tout le positif qui est dans ta journée. Parlant de ce qui est dans ta journée, man, je voudrais bien savoir si tu utilises l'IA de façon personnelle au boulot ou même dans ta vie perso, genre. La joke que je montre à mes employés ou les nouveaux, c'est comme tu prends mon iPhone, nous on utilise Slack, puis à côté de Slack, il y a Claude, ChatGPT, Gemini, Grok maintenant. Puis je jase probablement plus avec les 4 qu'avavec des employés. Ça, c'est moi personnel. Okay. Les employés, ils ont tous des licences sur Claude. C'est très, très bon pour des développeurs ou des... en tout cas, pour ce qu'on fait, il est bien. Tu sais, la façon dont je le vois, là, c'est les LLM, c'est comme un peu des analystes où ils ont des personnalités. Fait que c'est important de parler avec eux parce qu'on découvre, tu sais, on a tous des amis, ils sont bons dans des choses, moins bons dans d'autres, puis ils ont des personnalités. Puis comprendre comment les utiliser aussi, c'est comprendre aussi leur personnalité. Fait que, tu sais, des fois, tu as Claude, puis le Claude, il est coincé parce qu'il est un petit peu trop technique. Mais je prends ce qu'il dit, je le mets dans le ChatGPT, puis je dis « make this better ». Moi, il me le rembourse, puis tu repars avec... ChatGPT est en train de faire un peu un caméléon avec mon style, genre. Puis des fois, quand je suis insécure, j'y parle, puis là, j'ai fait mes premières prévisions financières ever parce que je me la coulais douce dans Snipcart avant, puis à cette heure, c'est moi qu'il faut que je gère ça. Puis je disais genre, ouais, man, excuse-moi de te poser autant de... Je m'excusais, excuse-moi de te poser autant de questions, je suis noob en finance, puis il disait, man, c'est normal, tu poses les bonnes questions, you got this, bro. Genre, moi, j'étais là, fucking nice, Chad. Fait que moi, je te file pour les personnalités. Mais dans le fond, en tout cas, Alright, folks, petit shout-out aux chiffres, partenaire certifié, ça se passe. Une firme comptable tech-enabled qui organise vos finances. De la comptabilité cloud à la paye, à la fiscalité, c'est le bras droit de l'entrepreneur tech. Ils ont aidé un paquet de SaaS bootstrapped ou fundé. Check them out sur saspace.com/partenaire avec un S. Puis manquez pas le show 74 avec Jean Gab sur le pricing. OK? De retour au pod. T'as mentionné de quoi d'un petit peu particulier que moi j'ai interviewé pas mal le monde à date là, parce que mon podcast ça marche vraiment bien. Puis j'ai pas vu souvent de co-CEO. Et j'ai surtout pas vu de co-CEO qui sont aussi des frères, basically. Fait que comment ça marche, ce setup-là? Genre, c'est un avantage ou? Fait que je mets un disclaimer, puis ça je le dis, pour les startups que je mentor ou dans les comités, je ne recommande ça à personne. Okay? Ce n'est pas une règle à suivre, ne faites pas ça. Mais toute règle a des exceptions. Par contre, si tu peux le pull off, c'est un 10x. Fait que la chose qui est dure puis pour une startup, puis
c'est pas tant les décisions que tu as à prendre. Le problème, c'est la décision minute que tu as à prendre. Le nombre de décisions avec très peu d'informations que tu as à prendre. La vélocité de décision. La vélocité à laquelle tu dois prendre des décisions, faire des choix, faire des choses, course correct, tout ça. Ouais. Si tu es capable d'avoir 2, ben, tu sais, une raison qu'on a réussi une ronde Serie A avec 100 personnes, on était 2. Mais si tu es capable de faire ça et que tu as une équipe derrière toi, parce qu'on s'entend, le vrai défi, c'est la clarté. Il ne faut pas que maman, papa. C'est comme maman, papa. Juste, c'est comme maman, papa, mais il faut que les deux s'entendent bien. À la maison, des fois, il peut se contredire, mais dans une business, quand un dit à gauche puis l'autre dit à droite, là, les gens savent. Fait qu'il y a un effort de clarté. Puis si les équipes à côté, fait que mettons, je prends mon leadership qui est à côté de mon frère ou en dessous de mon frère et moi, tu leur demandes, ils sont toujours cohérents? Regarde, on n'est pas toujours cohérents. On est quand même très, très, très alignés. Mais si tu es capable de gérer un petit peu ça, mais ça donne une capacité 10x. Il n'y a aucun problème dans la compagnie, il n'y a aucun client dans la compagnie qui ne peut pas avoir un regard immédiat du CEO puis peut clairer son agenda. Fait que des fois, quand il y a ça, c'est comme juste, c'est toi ou c'est moi. Là, on regarde basé sur le problème ou basé sur, des fois, c'est un client ou un truc, l'autre un peu plus d'expertise ou c'est un meilleur fit. Tu le prends, puis après ça, l'autre, il peut rouler. Fait que ça donne vraiment un 10x, mais le défi, c'est vraiment ça. Là. C'est un défi de cohérence. Il faut que tu restes cohérent tout le temps, puis il faut qu'une équipe aussi, que tu sois capable de vivre avec... J'ai une question intelligente, mais avant, c'est qui papa puis c'est qui maman? Ça dépend. OK, ça dépend. Ça dépend de l'enjeu. Puis tu sais, après ça, c'est un jeu. On a des personnalités, fait que je te dirais, tu as un rôle, dépendamment des sujets. T'sais, on n'a pas le même background, mais dépendamment des sujets, il y en a un qui va être peut-être plus la partie autoritaire. OK. Mettons, on parle du produit Maxa, on parle un peu, je l'incarne un peu plus, fait que des fois, je peux prendre une posture un petit peu plus autoritaire, un petit peu plus déterminée. Ouais. Puis lui va jouer peut-être la partie un petit peu plus, je vais pas dire douce, mais tu sais, conciliante. Puis des fois, ça s'inverse. Okay. Puis des fois, ça peut être aussi des temps. Je veux dire, on n'est pas personne ici flatline une carrière, là, comme ça va comme ça. Tu as des moments, tu es perfectly in sync avec le marché, tu le comprends, tu parles aux clients, tu vois les choses. Puis des fois, tu es un petit peu... Fait que des fois, c'est un moment que l'autre peut aller shiner parce que toi, tu le sens pas ou tu le vois pas. Fait que tu sais, dans les pitchs importants, des fois, on le dit comme, on a un choix, tu le sens-tu plus ou moi? On va voir qui est aux 7 semaines, là, qui est comme, je suis au top de ma forme. Fait que si tu arrives à jouer ça donne des avantages. MrBeast a un processus pour scaler son management et son staff il appelle ça le cloning, où est-ce qu'il fait en sorte qu'une personne le suive et basically dans ses shorts pendant des mois. Puis après ça, il sait que la personne va prendre les mêmes décisions que lui. Ça me fait... Il y a un peu d'écho de ça dans genre votre co-CEO type of thing. Il y a ça, puis je te dirais, comme clairement, on est des frères puis on roule sur le même DNA. Là, comme chez Maxa, on a une valeur. High energy. Ah ouais? C'est tout. C'est la seule. Parce que c'est la seule chose, la chose première que je regarde quand je passe quelqu'un en entrevue, c'est juste, sont-ils capables, ils ont-tu high energy? Puis tu le vois, ça se voit dans un Zoom. Est-ce que quand je rentre, est-ce que tu sens que tu as reçu plus d'énergie? Puis sont-ils capables de keep the pace? Sont-ils capables de... Si tu as ça, ouais. Là, tu es capable de gérer deux CEO qui, eux aussi, sont high energy. Mais ça fait partie t'es un petit peu comme MrBeast. Lui, il a besoin des gens qui répètent. C'est ça sa recette. Nous, c'est juste la capacité de genre make decisions quickly, take action. You see a problem, take it, own it, run with it. Là. C'est un bon lead-in pour ma prochaine question, qui est une que j'adore. Qu'est-ce qui est le plus tough à propos de travailler avec toi? C'est-tu ça, genre, cette demande de high energy-là? Moi, mon superpower, c'est je vis dans le futur, puis je maintiens en permanence plusieurs versions du futur qui sont incohérentes entre elles. Puis de temps en temps, je reviens dans le monde présent. Puis là, c'est comme, voici le présent, puis voici comment il doit être. Fait que les gens, des fois, ils ont comme un peu du whiplash. Whiplash parce que des fois, je vais rebaser le mode. Je reviens ce matin, tout ce qu'on faisait, c'est off, on va faire... Je rebase pas tout. Mais des fois, tu peux faire des coups de barre où t'expliques pourquoi les 3 moves, le plan qu'on avait, on va faire un hard left dans 2 moves. Puis voici pourquoi. Puis il faut qu'ils soient... Puis eux, ça fait 2 mois, 3 mois qu'ils travaillent sur cette direction-là. Puis là, d'un coup, il y a un hard left à faire. Ben, il faut que tu sois capable de genre, on appelle ça en anglais là, des sunken costs. Là. Ben, tout le beau travail que ça fait 2 mois que j'ai fait, comme je vais le mettre à côté, puis on va repartir sur le tableau blanc, puis je t'écoute. Fait qu'un bon niveau d'adaptabilité, mettons, pour travailler avec toi.
Parce que là, tu as parlé du fait que tu vivais dans le futur, dans différentes versions du futur, puis tu les ramènes un petit peu au présent pour prendre les meilleures décisions. Tantôt en prep, quand on était dans le petit lounge là-bas, on parlait de système 1 versus système 2, d'intuition versus de réflexion peut-être plus profonde. Explique pourquoi c'est important pour toi, puis pourquoi tu t'éduques littéralement tes employés système 1 versus système 2. Fait que, système 1, c'est version simple, c'est ton intuition. Système 2, c'est ta capacité de réfléchir. Ou c'est juste ton système logique. Puis si on pense surtout, en tout cas, c'est mon opinion là, en business, ou notre opinion chez Maxa. En business, quand tu commences ta carrière, tu n'as pas de système 1. Tu as des opinions, mais en général, c'est pas que ton système 1 va produire des choses moins bonnes. C'est juste qu'il n'y a pas beaucoup de matière, puis tu n'as pas encore développé ton goût. Tu sais, le goût de qu'est-ce qui est du travail bien fait, en général, ça se fait en mangeant de la garnotte puis en faisant quelques kilomètres. Puis petit à petit, ton système 1 commence à être imprégné de ta personnalité, mais aussi de tes réussites et de tes échecs. Souvent, ton système 1 il est beaucoup plus allié sur tes échecs que tes réussites. Puis, on pourrait imaginer, mettons, 10 ans plus tard, 6 à 10 ans plus tard, là, tu commences à avoir un système 1. Fait que, ma règle, c'est vers 30-33, tu commences à avoir le droit d'avoir un système 1 qui, tu sais, t'as des choses. C'est Thinking Fast and Slow, Daniel Kahneman, si ça intéresse le monde, exactement. Le livre d'où ça vient. Système 2, c'est le rationnel. Puis ça, en général, tu as des gens, le high IQ, là, fait que tu as des jeunes de 22 ans qui, comme leur système 2, tu es comme, oh boy, là, ça compute tellement vite que wow. Puis là, l'art, c'est comprendre c'est où tes forces. Fait que tu sais, quelqu'un, à mon âge, j'ai 48 ans, en général, mes bonnes idées, c'est parce que mon système 1 a compoundé tout ce que j'ai vu, des conversations clients, la roadmap, les problèmes, puis tu arrives à ramener ça, mais ça sort pas rationnel, ça sort pas voici ce qu'on doit faire et voici pourquoi les 12 étapes. Tu le vois, tu comprends, mais il y a tellement de raisons. Puis après ça, il faut que souvent que ton système 2 embarque pour après ça rétroactivement expliquer pourquoi c'est une bonne idée. Là. Ouais. Puis l'art dans une équipe, c'est d'avoir ça. C'est des jeunes avec du gros système 2 qui veulent apprendre. Fait qu'eux vont prendre ça, ils vont le décortiquer puis ils vont rouler. Puis les gens que tu veux autour de toi pour prendre des décisions vite. Tu sais, 80% de ma job, en tout cas, moi, c'est le système 1. Là. C'est les décisions rapides. Là, c'est comme si ton système 1 n'est pas d'accord, fais-le pas. Si ton système 1 est d'accord, prends ton système 2 juste pour être sûr. Tu sais. C'est pas wou-wou parce que ce système 1-là d'intuition puis de goût, de taste, il est basé sur ces décennies cumulatives d'expérience, de win, de loss, etc. Mais l'affaire que tu me dis que je trouvais malade, c'est quand le monde, ils comprennent pas rationnellement ton intuition et la décision que tu prends de ton système 1, tu disais « check mon batting average ». Ouais, mais c'est ça aussi, tu sais, comme des fois, surtout dans nos meetings de management ou des grosses décisions, juste de dire « je vais faire une affirmation », c'est 100% du système 1. Mais là, les gens comprennent, genre, bats-toi pas rationnellement contre ça. Pose-moi des questions, peut-être ensemble, on va être capable de déficeler ça un peu, là, puis l'espèce de boule, on va être capable de la déconstruire pour arriver au rationnel derrière. Mais écoute que mon intuition puis mon expérience viennent compounder quelque chose qui a probablement énormément de valeur. Ouais. Puis juste, c'est la réaction, ne te bats pas contre ça. Essaye de le prendre, puis Puis ça, après ça, tu as des gens, tu regardes, mettons, sur une durée, mettons, 1 an, mais tu te mets à voir les gens. C'est qui dans ton équipe que quand leur système 1 parle, ils ont raison en général? Puis c'est qui dans ton équipe que quand leur système 1 parle, c'est juste la peur puis ils n'ont pas raison? Fait que tu sais, une fois que tu as ça, mais là tu peux gager, c'est comme, regarde man, quand je dis ça, mon batting average est pas mal élevé. Tu peux le nommer 1 ou 2 fois que j'étais dans le décor. Puis même là, on pourrait débattre. Versus, tu as des gens qui sont très rationnels puis qui n'en ont peut-être pas. Ça fait pas partie de leur super pouvoir, le système 1, d'être rationnel puis de dire ton batting average, il est pas très là avec ton système 1 puis c'est correct. Tu veux que ton équipe ait les deux. Quel rôle est-ce que tu dirais? Tu as parlé de Snowflake tout à l'heure. Explique rapido vraiment c'est quoi Snowflake puis dis-moi le rôle que ça a joué dans votre growth à Maxa. Fait que Snowflake, version... qui ici ne sait pas c'est qui ou c'est quoi Snowflake? OK, Snowflake, version très simple. Base de données Enterprise Secure illimité. Fait que c'est dans le cloud, c'est une base de données. Tu commences, tu te dis voici ma carte de crédit, je vais mettre 1 meg de données dans un fichier Excel, puis je joue avec. Puis là, d'un coup, tu signes un client qui est la Défense nationale, qui dit on va mettre toutes les données du Canada dans ta base de données. Puis tu fais OK. Ça se crée. T'as pas de problème, puis c'est secure, puis c'est tout ça. OK. Fait que ça, c'est Snowflake. Après ça, fait qu'en 2017,
Snowflake il n'était pas encore Snowflake, c'est la compagnie de tech qui a eu la plus forte croissance puis le plus gros IPO de l'histoire de l'humanité. Et eux, ils ont inventé ça s'appelle des native apps, fait que c'est la capacité de prendre une application, la wrapper, puis aller la déposer dans l'instance Snowflake de quelqu'un d'autre. Fait que toi, tu as une compagnie, tu as ton Snowflake, tu veux utiliser Maxa. Comme tu télécharges une app sur ton iPhone, tu vas télécharger Maxa dans ton Snowflake. Pas de données sortent, ça reste chez toi, dans ton périmètre de sécurité. Tu peux décider si j'ai accès au mic, accès à tes photos, tu peux tout le configurer. Fait que tu as vraiment tous les avantages du on-prem, puis moi, j'ai tous les avantages du SaaS. C'est bon, fait que ça veut dire que toi, tu t'extrais de la valeur à partir des données de ton user. Tu n'as pas besoin de hoster ou de posséder les données de ton enterprise user. On a certains clients qui, eux, ils veulent même pas appeler Snowflake. On peut le hoster dans un Snowflake pour eux. C'est à nous, on le gère, là, un Snowflake pour eux. Mais ça reste le même déploiement. Puis pour ces compagnies-là, ce qu'ils aiment, tu sais, comme pourquoi on a des banques, pourquoi on a des compagnies dans la défense, pourquoi on est dans l'aviation, c'est qu'il n'y a pas de données qui sortent. Ça reste chez eux. Ouais. Ça ne bouge pas. C'est un périmètre sécurisé. Puis vous avez gagné une compétition, comme tu mentionnais, mais explique-moi pourquoi ça a aidé à votre growth, ce win-là, cette victoire-là, rapidement. Ben, surtout au début, tu sais, ce que j'appelle, nous on l'appelle en marketing là, du lightning strike. Fait que t'as deux types de marketing, c'est comme ça qu'on le voit, là, c'est très binaire là, chez nous, t'as du peanut butter puis t'as des lightning strike. Je suis allergique, moi, au peanut butter. Bon, juste des lightning strike. Fait que du peanut butter, ben on fait des affaires tous les jours, on met ça partout, puis c'est un gros filet de pêche, puis à un moment donné, ça tombe. Okay. Ou tu parles des lightning strike, genre tu mets all-in pour aller gagner un concours national, je dis pas national, mais international, tu le gagnes, puis là, pour le reste de l'année, tu l'utilises, tu vas sonner la cloche au New York Stock Exchange. T'sais, le plus gros coup de marketing, c'est mon visage qui sonne la cloche. Puis là, j'attachais genre les patins à glace de ma fille dans ses cours de patinage artistique. Puis il y a quelqu'un qui me tape et dit « Ah, félicitations sur l'IPO ». Puis pendant qu'il dit ça, il y a l'image en tête. Il dit « Non, il n'a pas fait d'IPO, Raphaël. » Mais j'ai l'image de lui qui fait un IPO. Puis ça, là, il y a comme 1 milliard de gens qui l'ont vu. Même aujourd'hui, il y a encore des gens qui m'en parlent. Fait que ça, c'est un lightning strike. Fait que ça donne de la visibilité. Puis pour le reste du temps. Fait que ça a été notre moment pour se rendre à la Série A. Est-ce que tu l'as fait, t'as fait un effet de levier dessus, t'as fait du PR, t'as utilisé ça pour avoir des intros de VC? Une des opinions les plus... ce que les gens à l'interne n'aimaient pas, c'est qu'on dit qu'on s'en va gagner le Snowflake Startup Challenge. Là. C'est pas pour gagner. C'est pour la Série A, c'est pour les VC. Fait qu'il y a des gens qui étaient comme, mais non, faites-le pour gagner. Ils disent, non, on veut juste être sur le podium. La minute qu'on est sur le podium, on est visible mondialement, on va avoir les VC. Fait que notre game, c'était de se rendre là, mais c'était pour la Série A. Ça a donné qu'on a gagné, puis ça a donné encore plus de visibilité. Un lightning strike, c'est ça. Fait que après ça, une des questions qu'on se pose tout de suite, c'est comme là, quand on va releaser notre Trusted Thinking Partner, ben on va essayer de coller ça sur un lightning strike pour vraiment faire une différence. C'est comme ça que tu peux compétitionner contre les budgets de milliards de marketing qui est... Épique. J'aime vraiment ça, c'était genre de modèle-là, beurre de peanut versus éclair. Je vais penser à ça dans mon prochain dessert. Mais c'était pas ma meilleure, ça, gars. Fuck it, oubliez ça. T'as parlé du fait que ça vous a aidé à arriver à la Série A, qui était une grosse Série A quand même. Fait que c'est épique. Tu veux scaler, tu as des besoins d'embauche, tu as parlé de faire rentrer du top tier talent, tout ça. Ma question pour toi, c'est tu es tellement proche justement des avancées en AI, que ce soit des LLMs ou des agents là, qu'on entend tout le temps parler. T'as-tu l'impression que tu avais moins besoin d'embaucher parce que tu pouvais faire plus avec l'AI, même si tout ce capital de série A-là rentrait dans ton compte, genre? Réponse en un mot, non. Okay. Mais si on était 1000... peut-être que je réviserais ma réponse. Okay. Mais on est quand même une équipe où genre fallait double down sur le produit, fallait notre équipe de vente, fallait doubler l'équipe de comme on était quand même on était 30, on a doublé, on continue. Mais je te dirais parce que ce que ça influence, c'est quand même dans le profil qu'on cherche. Il y a quelque chose qui a changé où il y a peut-être un an et demi, on cherchait peut-être un petit peu plus des spécialistes. Puis là, on tombe plus, on veut des très, très bons généralistes. Parce que la spécialité, un bon généraliste qui pose des bonnes questions, qui a de l'AI en dessous de lui, qui est capable il est capable d'itérer vers la spécialité.
ou tu as besoin d'un spécialiste, puis c'est un consultant que tu fais venir. Fait que ça change un peu le profil, mais ça reste que quand même, il y a un besoin de genre, finir la job. Là. T'as beau tout faire avec de l'AI, il y a quand même un 20% que ça prend des humains très intelligents, puis surtout quand c'est l'innovation. L'AI n'a jamais été exposé à ton innovation, donc c'est impossible pour lui qu'il le génère. Ouais, parce qu'il n'y a pas ça dans son dataset empirique. Exactement. Où il ne peut pas le crawler. Ouais. OK. Dirais-tu que en français, on dit passer à l'échelle? Fait que scaler vraiment ta compagnie, puis Serie A and above, mettons. Il y a plein de monde qui écoute le pod, peut-être même ici dans la salle, qui vont vouloir scaler une startup, genre pas mal. On peut pas raconter toute l'espèce de sagesse ou d'insights que tu as, mais si tu avais un conseil à dropper à ces gens-là qui veulent scaler du software, ça serait quoi? Moi, je dirais, tu sais, bon, il y a toutes les parties, ton go-to-market, ta tech, ton produit, mais ça se dit dans... ça se dit bien en anglais, puis je vais le dire, mais c'est comme « Finance is your strategy ». Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, les finances sont ta stratégie. Tu peux voir dans une stratégie financière. Ça veut pas dire un modèle Excel que tu as passé genre 1 mois à faire, mais c'est comment est-ce que tu expliques ton modèle financier. Ton modèle financier, il inclut c'est quoi tes attentes ou c'est quoi tes ambitions de croissance. Ton modèle financier explique comment tu vas te rendre à être du venture scale. C'est-à-dire que tes investisseurs... Ça raconte l'histoire de comment tes investisseurs, à la fin, vont faire de l'argent. Est-ce que c'est croyable? C'est quoi tes ambitions? C'est quoi combien de clients tu penses réussir? C'est quoi tes prix? Comment ton pricing model va changer? Tout ton modèle financier a ces hypothèses-là. Puis d'être capable de voir aussi comment, si on brasse un peu les hypothèses, comment ça bouge. Fait que bien comprendre son modèle financier, c'est comme ça ramène ton go-to-market, ton produit, tes coûts, ton team, comment tu vas scaler, la question très simple, combien tu penses que ton équipe va être, comment gros ça va être dans 1 an? Bien, normalement, ton modèle financier t'aide beaucoup à le déterminer. J'ai l'impression que tu le vois un peu comme une compression ou une source of truth de genre ta trajectoire, de ta croissance, tout, genre, dans ton modèle financier. Puis ça te force à être cohérent avec ton futur. C'est-à-dire, voici mon ambition, puis là, tu te rends compte que comme c'est mathématique. D'ici 3 mois, il faut que tu aies 1000 clients, là, genre good luck. Là, en enterprise, là, not gonna happen. Fait que, ou au contraire, c'est comme non, regarde mon modèle, puis c'est 1 client par mois. Regarde comment on y va. Regarde comment on scale le customer success. Regarde comment on scale. Là, ça fait une belle histoire backée par des chiffres qui est très simple. Parce qu'à la fin, là, genre, c'est juste une histoire qu'on raconte. Là. C'est quelqu'un qui te croit sur ton histoire avec des preuves semi-tangibles. Raph, j'ai 37 000 autres questions à te poser, puis là, on est scopé down dans le format qu'on est là. On fera un part 2, toi puis moi. J'en ai 2 pour finir. La première, c'est où est-ce que tu vois Maxa dans 5 ans? On est-tu au IPO? T'as-tu sonné une cloche quelconque? Puis si t'as des shameless plugs, man, n'importe quoi que tu veux que le monde check out. Qu'est-ce que je vois Maxa? Ben, je l'ai dit plus tôt. Si je partais de notre 3e compagnie, ça fallait que ce soit du IPO material. Fait que le problème qu'on règle, c'est un problème IPO worthy. Ce que je dis toujours, c'est est-ce que c'est moi le CEO qui l'amène, qui passe l'IPO? J'en ai pas la moindre idée. Okay, le roadshow pour faire un IPO est un enfer qui est très tough. Est-ce que je suis dans l'équipe derrière? Peut-être. Peut-être que je vais voir le faire, ça dépend. Mais ce qui est clair, c'est que Maxa est devenu plus grand que moi ou plus grand que nous. Fait que ça, c'est du IPO material. Okay. Fait qu'on, ça, on y croit. Puis je pense qu'on a, avec notre innovation, quelque chose qui n'existe pas encore. Là. La capacité d'utiliser des LLM, mais en enlevant des hallucinations de façon déterministique pour des équipes financières, des équipes business, c'est du jamais vu. Fait que ça devrait nous amener là. Puis moi, mon shameless plug, ben comme tout de suite, là, je demande à mon réseau, je cherche à parler à, on va dire, le top tier team chez Anthropic. Je suis incapable de les rejoindre. J'ai essayé toutes les portes, là, je suis rentré dans les cours arrière, dans les... Je vais t'envoyer le contact. Je cherche le cousin du cousin du cousin, mais quelqu'un dans les VP, quelqu'un dans les trucs. Okay. Anthropic, là, on cherche à avoir une conversation avec eux. Voilà. Super. Puis si les gens, on n'aura pas full de temps pour des questions, peut-être genre 1 ou 2, là, mais si les gens veulent te poser des questions sur LinkedIn, c'est-tu chill avec LinkedIn, toi? c'est parfait. Fait que c'est Raphaël Steinman de Maxa. Puis sinon, ils peuvent peut-être t'agripper doucement par le bras ou le coude dans le couloir qui va avoir là-bas. Tout à fait.
Puis écoute, mon gars, je suis juste très fier de moi parce que je suis rentré dans le temps puis j'avais 37 000 autres questions. Ouais. Fait que, first, bravo à moi. Mais deuxièmement, bravo à toi. Puis merci, man, de m'avoir donné ton temps. C'était malade. Merci. On a en théorie 1 minute 30 si on veut prendre une question, genre. Y a-tu quelqu'un qui aurait une question plus intelligente que les miennes, mettons? Ça serait malade. Sinon, vous irez sur le LinkedIn. On est rendu à 1 minute 15. Oui, t'es rentré pour la question à l'arrière? Quelle est ta question? Non, c'est pas ça. Parce que... Je peux-tu répéter? Jusqu'à quel niveau on peut faire confiance à notre modèle de données? OK. À quel point est-ce que c'est la vérité que l'intelligence artificielle va nous présenter en se basant sur notre modèle de données? C'est pour mon recording que je répète, là, c'est pas parce que... Ouais. Fait que, tu sais, la question sous-jacente, c'est à quel point est-ce que mon modèle de données colle à la réalité? Fait que, tu sais, il y a des façons de faire. Fait que, par exemple, quand nous, on bâtit notre modèle de données, puis je te bâtis de la consolidation financière, si je suis pas capable de reproduire tes états financiers des 12 derniers mois, on s'entend qu'on s'en va pas en prod. Right. Fait que tu peux... Fait que ce que tu fais, c'est que tu vas, historiquement, il faut que tu puisses reproduire la vue que les gens avaient, auquel ils faisaient confiance. Puis si tu es capable de... Tu sais, la théorie, c'est si je peux reproduire le passé, la probabilité que je suis capable de continuer à le faire. Puis après ça, ben, tu sais, surtout en finance, tu sais, pourquoi nous, on focus aussi beaucoup sur les finances, c'est que la finance a un processus de validation. Il y a des fins de mois, il y a des humains qui doivent produire des états financiers, il y a des vérificateurs qui les regardent. Fait que très vite, je suis pas aligné avec la réalité. Puis si une fois qu'on a modélisé les finances, on vient coller les opérations. Fait que ça nous permet après ça, une fois qu'on a comme un source of truth, on va dire, on est capable après ça de ligner. Fait que pour revenir à ta question, comment on fait pour savoir, c'est une question de confiance. Fait que il y a aussi une conversation avec le client à avoir où les personnes comme qu'est-ce qu'on ferait pour que toi tu aies confiance? Parce qu'à la fin de la journée, s'ils n'ont pas confiance, ils vont pas t'utiliser. Fait que souvent, tu trouves des tests ou des choses qu'ils utilisent qu'eux ils ont fait manuellement puis tu essaies de les reproduire. Maintenant, je te cache pas que des fois, c'est déjà arrivé, on reproduit des états financiers, puis là, le CFO il nous dit « OK, arrêtez, vous êtes en train de trouver tous les cadavres. » Ça marche. Mais comme arrêtez de faire tout additionner, là, comme nos petits trucs en dessous du tapis, vous les trouvez tous, arrêtez. Fait que, all right. Merci pour la question. Puis merci tout le monde. Si jamais vous voulez m'écouter parler de mes échecs au Fuck Up Night, ça a l'air que je donne une deuxième talk là-bas. Fait que ça va être bien drôle, bien le fun. Merci de votre présence. Puis c'est cool de voir autant de beau monde. Merci. All right, folks. Avec Ça se passe, on a une infolette de feu hebdomadaire qui est très moitié fun, moitié fond à notre sauce. Il y a des hot takes, des expérimentations que je fais, des histoires vraies de SaaS, vraiment pour t'aider à prendre les meilleures décisions, que ce soit par rapport à ta compagnie ou ta carrière. C'est une place où je peux être 100% moi-même. Ça fait du bien, j'adore ça écrire. Fait que d'avoir ce outlet-là, c'est complètement motivant pour moi. Il y a plus que 850 SaaS folks puis curieux qui nous suivent. Ça augmente chaque semaine. J'aimerais ça que vous en fassiez partie, puis qu'on se rende à 1000, puis qu'on se rende à encore plus que ça. Ben franchement, ça me craint au bout d'avoir des nouveaux abonnés qui se joignent sur l'infolette. Ça me craint à continuer d'écrire, à continuer de faire de la recherche, de me poser des questions, d'analyser ma conversation avec cette fondatrice-là ou ce fondateur-là. Ça pourrait être transformé en un éditorial que moi j'amène dans l'infolette. Fait que si vous voulez aussi, vous pouvez joindre les SaaS Pals. On a un petit forfait payant là, qui permet de nous supporter directement comme individu ou comme compagnie. On a déjà plus que 22 personnes qui nous supportent comme ça. C'est insane. J'en reviens pas. Puis eux, ils font ça en échange contre des extra goodies, right? Fait que pense à, mettons, des updates extra que je fais avec personne d'autre qu'avec eux, des previews de la roadmap du podcast, des rabais sur les événements, puis d'autres trucs. Fait que vous pouvez aller sur saspace.com. Il y a un pop-up qui va vous apparaître d'en face, en théorie. Puis sinon, il y a, dans le footer, vous pouvez vous inscrire. Sinon, vous googlez SaaSpace puis Beehive, c'est l'outil qu'on utilise pour l'infolettre. Ça me craint vraiment de voir ça grandir. Puis ça me tient à cœur. Fait que check it out. Puis si vous avez du feedback constructif aussi, vous pouvez me le shooter.
Alright, folks, un petit shout-out à Vasco, partenaire produit SaaSpass. Vasco, c'est la plateforme RevOps pour optimiser votre commercialisation de SaaS. Ça aligne les ventes, le marketing puis le customer success pour que tout le monde avance dans la même direction, mais surtout que les revenus suivent. Check them out sur saaspass.com/partenaire avec un S. Il y a une solide entrevue avec leur architecte de revenus, Alexis Boucher. OK? De retour au pod. SaaSpass, c'est une business d'amour, une business indépendante. Il y a un paquet de choses que vous pouvez faire pour nous supporter dans notre croissance, pour qu'on puisse continuer de créer du contenu de feu, d'organiser des beaux events, puis de mousser, puis de tirer par le haut cette communauté tech-là qu'on a au Québec. First, si vous n'avez pas ajouté votre SaaS sur notre plateforme, allez sur saaspass.com, il y a un gros bouton mauve pour faire juste ça. Vous pouvez check out le job board. Si vous avez une offre d'emploi quelconque, c'est gratuit, un outil super cool pour toute notre audience puis notre réseau. Si vous ne nous suivez pas déjà par rapport au pod sur Spotify, Apple Podcasts, allez faire ça s'il vous plaît. Puis vous pouvez aussi nous laisser un review, ça nous aide vraiment beaucoup. Vous pouvez nous suivre sur YouTube, qu'on investit de plus en plus là-dedans. On met des shorts, le plus de contenu possible, que ce soit organique ou avec des partners. Fait que check this out. Si vous voulez venir aux événements puis pas manquer de billets parce qu'on est souvent sold out, vous devriez nous suivre sur Eventbrite. Fait que vous allez sur Eventbrite, vous écrivez SaaSpass, vous pouvez vous abonner puis avoir des notifications. On fait ça roughly à peu près chaque mois-ish. Puis last but not least, suivez-nous sur LinkedIn puis Instagram. On met du beau contenu, du contenu souvent drôle. Fait que je pense que ça vaut la peine. Je veux finir cette outro custom-là un petit peu en remerciant les partners certifiés de SaaSpass. On a des compagnies de fous qui nous supportent financièrement, stratégiquement, des fois même psychologiquement dans mon cas. Puis sans ces compagnies-là, la majorité du revenu de SaaSpass n'existerait pas puis on pourrait pas faire ça. Fait que je veux que vous preniez le temps d'aller les regarder. saaspass.com/partenaire avec un S. Ils sont tous listés là. Ils ont une belle fiche avec du contenu, avec des liens, des détails. Je vous les nomme rapidement. Léviat Légal, des avocats qui sont tech et founder-friendly. Le Chiffre, des comptables et fiscalistes qui sont calés en tech aussi. Baseline, des gros geeks pour innover avec les AI. Unicorn, des experts cloud AWS pour optimiser et scaler votre infrastructure. Puis on a aussi cette année des partners produits. Donc Vasco, une plateforme RevOps pour votre go-to-market. Missive, un inbox collaboratif pour vos teams, pour vos communications de team, pardon. Puis Apollo 13, un studio no-code pour construire des MVPs puis des side projects. Vous pouvez tout aller voir sur saaspass.com/partenaire avec un S. Puis moi, du fond du cœur, je vous dis juste merci de nous suivre et de nous supporter. C'est insane comme aventure, ce qu'on a lancé là. Puis je suis bien privilégié de pouvoir faire ça. Je me sens quand les temps même est facile.